Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler football. On va parler Euro 2022 avec l'Euro féminin qui a débuté il y a 2 jours. Il y a déjà eu 2 rencontres dont on va parler dans cette vidéo parce qu'on ne fera pas des vidéos forcément sur chacun des matchs pour des raisons également qu'il y a le Tour de France qui est la priorité sur la chaîne. Mais je me suis dit, tiens, l'Euro 2022, ça peut être intéressant. Très clairement sur YouTube, je vais pas avoir beaucoup de concurrence sur le foot féminin. Et en plus, je me suis dit, moi je regarde beaucoup les matchs de championnat, pas les matchs de championnat, pardon, je regarde beaucoup les matchs internationaux. Je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant que je donne mon avis, même si je regarde pas toute la saison. C'est pas comme s'il y avait des gens qui donnaient leur avis sur sur le football en regardant absolument pas les matchs dont ils parlent. On va revenir sur les 2 rencontres, hein, on fera un débrief, la vidéo va être assez courte je pense, hein, on va pas faire des vidéos de 25 minutes, 30 minutes sur le football. Voilà, l'objectif est juste que je donne un petit peu mon avis sur les matchs et mon avis est presque de béotien du foot féminin, même si on avait déjà suivi la Coupe du Monde 2019, si vous vous en souvenez sur la chaîne, ça remonte il y a 2 ans. On commence tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les matchs, si ça vous a plu, ça vous a déçu, si vous avez trouvé que le niveau était pas foufou. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme en ce moment avec le Tour de France, il y aura également de la Formule 1. J'essaye de trouver du temps pour la F2, la F3, mais il s'avère que en ce moment c'est pas simple. Mais j'ai vraiment envie qu'on en parle de la F2 et la F3, qui sont également des catégories de sport mécanique très importantes. On commence tout de suite avec l'Euro de foot. Avec des rencontres qui ont été intéressantes. 2 premiers matchs, on avait le groupe A qui jouait, avec notamment les locales de cette épreuve. L'Angleterre qui jouait face à l'Autriche, et puis on avait Norvège, Irlande du Nord. Ça s'est joué hier soir à 21h. Le premier match était Angleterre-Autriche à 21h, mais c'était mercredi soir pour le début de cette compétition. On va revenir déjà sur Angleterre-Autriche. Match qui a été particulier. C'est vrai, entre l'Angleterre et l'Autriche, on a toujours été dans un faux rythme dans cette rencontre. J'ai jamais eu l'impression que l'Angleterre Enfin, il y a eu une maîtrise du match parce que l'Angleterre a la possession, que l'Angleterre a plus de tirs que son adversaire, et donc plus de tirs cadrés, qu'on a 60% de possession de balles, plus de passes réussies. Mais en même temps, on n'a jamais senti l'Angleterre vraiment sereine dans cette rencontre. Ce qui est assez bizarre, elles n'ont jamais réussi à se mettre en sécurité. C'est-à-dire quand vous avez 60% de possession de balle, gagner 1-0, bon, c'est pas exceptionnel. Et pourtant, il y a eu des occasions du côté de l'Angleterre, mais on a parfois fait des tirs un peu trop faciles, parfois eu du mal à construire, parfois on a fait un geste de trop. Également, on a voulu être trop dans le collectif et pas assez tenter des actions individuelles. Mais je trouve que l'Angleterre n'a pas fait vraiment une grande rencontre. De toute manière, Lucy Bronze l'a dit en interview, la latérale. Elle a dit oui, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a produit face à l'Autriche. Et je suis assez d'accord parce que l'Autriche a menacé à certains moments l'Angleterre, surtout en fin de match ou en début de deuxième mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps, l'Autriche est vraiment, en tout début, hein, est vraiment intéressante. Et l'Angleterre n'a jamais semblé maîtriser son match, alors que pourtant, dans les statistiques, on voit une maîtrise, que l'Autriche n'a que 2 tirs cadrés, mais 8 tirs tentés quand même de la part de l'Autriche. Très surpris, en fait, par l'Angleterre. Alors, je veux bien comprendre qu'en début de match, il y a de la fébrilité, elle joue à domicile, il y a une énorme pression, on est d'accord là-dessus. Quand les Anglais jouent à domicile, il y a toujours de la pression, c'est pareil pour les Anglais, on l'a vu pendant l'Euro, notamment lors de la finale. Mais pourtant, elle marque à la fin du premier quart d'heure. C'est vrai qu'elles font une entame de match qui est vraiment pas bonne. Les 10 premières minutes, l'Autriche fait vraiment des belles actions, menace beaucoup, il y a des occasions. Enfin voilà, les 10 premières minutes anglaises, on sent que les Anglaises sont timorées, elles ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Mais à partir de la 9e, 10e minute, les Anglaises arrivent vraiment à commencer à trouver leur rythme et elles marquent à la fin du premier quart d'heure.
Donc à partir de ce moment-là, je me dis, pour l'Autriche, ça va être compliqué parce que les Anglaises vont maintenant être totalement libérées et puis qu'elles vont augmenter le rythme. Ça a été le cas jusqu'à la 35e minute où c'est vrai que les Anglaises, à ce moment-là, dominent complètement le match. Vraiment, il n'y a pas photo, l'Autriche subit énormément. Il y a vraiment le moyen pour que l'Autriche en prenne un deuxième ou un troisième. Et puis après, j'ai trouvé que l'Angleterre a vraiment ralenti énormément et ça a été difficile. Alors peut-être que l'Angleterre aussi est sur une préparation physique qui l'amènera en forme à partir des quarts de finale, demi-finale, sur les matchs à élimination directe. Mais du côté de l'Angleterre, c'est vrai que je n'ai pas été extrêmement convaincu par le niveau de jeu produit par l'équipe anglaise. Du côté de l'Autriche, trop d'errance défensive. Ça c'est clair et net du côté de l'Autriche, c'est-à-dire que dans un match comme cela, on ne peut pas faire autant d'erreurs défensives. Le premier rideau, c'était une défense regroupée, donc on avait 2 rideaux, on va dire un rideau de 4-5 et un rideau de 4 derrière, et puis vous aviez une fille devant qui tentait de faire le maximum, mais il y avait surtout 2 rideaux. Le premier rideau s'est fait transpercer à chaque fois par le jeu anglais. Et ce qui fait que, en plus, le premier rideau, parce que parfois vous pouvez vous faire transpercer, le premier rideau peut se faire transpercer, mais le problème c'est que les joueuses anglaises seraient arrivées arrêtées sur le deuxième rideau. Non, elles arrivaient complètement lancées, donc ce qui fait que les 4 défenseuses étaient vraiment tout le temps mis en grande difficulté par les attaques anglaises parce qu'elles arrivaient en pleine vitesse. Ça, c'est pas possible. Aussi, du côté de l'Autriche, beaucoup trop de problèmes au niveau des passes. 72% de précision de passe, c'est pas suffisant. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur les contrôles. Des contrôles ratés, des passes simples qui n'arrivent pas à destination aussi. On prend trop de risques. On ne voit pas la joueuse anglaise qui contre très facilement de cette manière. Elles se sont mis quand même énormément en difficulté, les Autrichiennes, à cause d'errances techniques qui, normalement, à ce niveau-là de la compétition, ne devraient pas arriver. C'est là aussi où on voit que, grosso modo, au niveau européen, on a une dizaine d'équipes qui tiennent la route et ensuite, derrière, c'est un peu plus compliqué. Vous avez la Suède, la Norvège, l'Angleterre, l'Allemagne, et encore, c'est un peu moins bien du côté de l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, j'ai déjà dit peut-être. Donc voilà, il y a 8 équipes, je dirais, qui tiennent un peu à la route. Et puis après, derrière, c'est beaucoup plus compliqué, où le niveau devient beaucoup plus faible. Le Danemark aussi, qui a quand même un niveau assez intéressant. C'est vrai que l'Autriche, ça fait partie des nations qui doivent encore progresser pour atteindre le niveau des tops équipes. Et là, du côté de l'Autriche, il y a eu trop d'erreurs. Heureusement, il y a une grande gardienne, ce qui a permis aussi d'éviter pas mal de buts. C'est vrai que la gardienne a fait du bon boulot. Sur le but qu'elles prennent, elles sont à la rue. Même la gardienne fait une erreur parce qu'elle sort pas très bien. La gardienne, elle est un peu naïve en fait sur sa sortie, c'est-à-dire qu'elle ne lève pas assez les mains. Alors, ça laisse l'ouverture totale pour un lob. Ça, c'est clair et net. Mais du côté de l'Autriche, il y a eu un peu trop d'errance. Du côté de l'Angleterre, je trouve également que du côté de la manière de jouer, c'est-à-dire cette stratégie de dire on va passer par les airs énormément, elles n'ont quasiment pas utilisé le milieu de terrain central. Kirby, par exemple, qui est milieu offensif, n'a touché que très peu de ballons dans cette rencontre. Ça a été un vrai problème, même je trouve. Stanway et Walsh n'ont pas eu un rendement exceptionnel. Le centre du terrain n'a quasiment pas été utilisé par les Anglaises. On est passé par des longues transversales de parfois 30, 40 mètres, mais il n'y avait pas de construction. Le jeu anglais n'était pas construit offensivement, c'est-à-dire que c'était des longs ballons envoyés devant, et puis on a joué avec la vitesse de Amp et de Mid pour aller les chercher, ces ballons. Mais on n'a eu que très peu d'actions construites. Et ça, c'est un problème, parce que c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être ça pour mettre en difficulté l'Autriche, mais surtout, les adversaires l'ont vu. Donc c'est-à-dire que techniquement, pour le moment, le jeu anglais, il est facilement contrable défensivement, vu qu'on est passé... et en plus, on a énormément utilisé le côté gauche, le côté droit, quasiment pendant tout le long. C'est-à-dire que pendant une grande partie... non, c'était bien le côté gauche. C'est parce que là, je suis inversé. Mais vraiment le côté gauche qui a été surutilisé par l'équipe d'Angleterre.
c'est-à-dire mid, bronze, on les a vus pendant toute la rencontre. Mais l'enchaînement bronze qui fait une transversale pour mid, qui ensuite tente de trouver sur le centre White, on l'a vu énormément de fois pendant la rencontre. On l'a vu un peu avec Hemp également, mais moins quand même. On l'a vu surtout avec mid et cet enchaînement bronze, mid, White, donc c'est-à-dire à 2-3 passes. On a vu 150 fois. On est très peu passé par Stanway et par Kirby pendant la rencontre, et encore moins par Walsh, la numéro 4 anglaise. Du côté des joueuses, celle qui m'a un peu plu dans cette rencontre, je dirais, du côté de l'Angleterre, c'est quand même Ellen White qui est toujours là, qui a eu, alors certes elle n'a pas marqué, mais elle a eu vraiment des occasions, elle a été dangereuse, donc comme d'habitude Ellen White c'est toujours une fille qui est très très dangereuse dans ce type de match. Il faut toujours en faire attention parce que c'est vraiment une fille qui a des qualités incroyables. Pour moi, Walsh, mais pour moi, le vrai point faible, c'était Kirby. On ne l'a pas vu de la rencontre. Kirby, elle a été remplacée même assez tôt dans ce match parce qu'on ne l'a pas vu du tout. Fran Kirby, vraiment, elle a été assez inexistante. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant parce que milieu offensif, c'est quand même un rôle important. Mais là, elle n'a vraiment pas été satisfaisante dans ce rôle-là. Donc on verra si elle sera remplacée par une autre fille. J'ai trouvé également que Russo, dans les remplaçantes, avait fait une belle rentrée aussi. Ça a été assez intéressant offensivement. Du côté de l'Autriche, pour moi, la joueuse du match a été Zinsberger, la gardienne, qui a fait vraiment des arrêts décisifs. Pas aidée par sa défense, donc vraiment elle a dû faire le job. Et elle a vraiment, je pense, des bonnes statistiques au niveau de ses arrêts. Et puis je dirais que le niveau défensif, ça a été compliqué pendant cette rencontre. C'est vrai que on a vu trop peu de défense. Je dirais que c'est un flop collectif au niveau défensif. Elles étaient vraiment nulle part. Et même sur les corners, au niveau du marquage, c'était vraiment compliqué du côté de l'Autriche. Donc ça, j'ai trouvé ça décevant. On passe à Norvège-Irlande du Nord. On va avoir beaucoup moins de choses à dire du côté de Norvège et Irlande du Nord, à part que y avait un monde d'écart entre ces deux équipes. Forcément, parce que la Norvège, c'est une grande équipe européenne qui a été l'une des pionnières au niveau du foot féminin aussi, cette nation de la Norvège. Et de l'autre côté, l'Irlande du Nord, c'est une nation qui est surtout semi-professionnelle. Vous avez quelques joueuses professionnelles qui jouent dans des clubs anglais, mais en majorité, ce sont des joueuses amateurs. Donc forcément pas facile. Victoire 4-1 de la Norvège, donc qui a dominé vraiment en première mi-temps. Il n'y a pas eu match. Vraiment, les Norvégiennes se sont mis en sécurité assez vite avec le but de Blackstad à la 10e, le but de Manum à la 13e. Donc là, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le pénalty également à la 31e minute. En deuxième mi-temps, on a vu une Irlande du Nord qui a vraiment été très intéressante, surtout après le but, mais dès la rentrée sur le terrain, vraiment à partir de la deuxième mi-temps, ça a été très intéressant du côté de l'Irlande du Nord. Et la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée. Alors certes, la Norvège a fait pas mal de remplacements, mais je trouve que dans le jeu, vraiment l'Irlande du Nord, c'était bien. Et c'est intéressant parce que souvent, on a l'habitude de voir les petites équipes, que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro de foot, que ce soit masculin ou homme, vouloir cadenasser le jeu, ce qu'a un peu fait l'Autriche par exemple. Ne pas tenter offensivement. Je trouve que les Irlandaises, elles ont joué leur chance crânement. Elles ont tenté, au niveau du jeu. Elles ont tenté de construire du jeu offensif, de tenter des attaques, de tenter des contre-attaques. Elles ne sont pas restées simplement à défendre et à balancer le ballon loin devant, en touche. Non, elles ont tenté des choses. Donc ça, c'était intéressant. Le but de Julie Nielsen, par exemple, a confirmé cette action. Et puis à la 54e, dernier but, Guro Reiten sur un coup franc avec carton jaune pour McFadden, qui était en retard. Du côté de la Norvège, c'est difficile d'évaluer le niveau de jeu de la Norvège parce qu'elles étaient vraiment au-dessus. Je dirais que c'est dommage quand même de se prendre un but parce que je pense qu'elles ont eu vraiment un premier quart d'heure de deuxième mi-temps compliqué, les Norvégiennes, où je sens qu'elles ont eu du mal à se remettre dans le rythme du match. C'est pas simple quand on mène 3-0 aussi assez facilement sans
peut-être forcément trop forcer son talent, de ensuite repartir. Donc ça a été compliqué, je trouve, pour les Norvégiennes en début de deuxième mi-temps. Sur le premier quart d'heure, après, il y a eu des changements, elles ont retrouvé un rythme, et surtout les Nord-Irlandaises ont commencé à être vraiment fatiguées. Et ça a été donc beaucoup plus compliqué pour les Nord-Irlandaises. Mais c'est vrai que sur le premier quart d'heure, ça a été difficile. Dommage de se prendre un but du côté des Norvégiennes. Offensivement, ça se passe plutôt bien. C'est vrai. Bon, à part Egerberg qui n'a pas marqué, mais je trouve que Egerberg est peut-être même la fille du match parce qu'elle a vraiment été omniprésente sur les actions offensives. Donc là, il n'y a pas eu trop de problèmes également. Du côté de l'Irlande du Nord, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Burns, par exemple. C'est vrai qu'elle fait vraiment du bon job. McGill aussi, qui a été vraiment très intéressante. Après, du côté de l'Irlande du Nord, on voyait que c'était plus compliqué, parfois au niveau athlétique, où elles avaient un peu plus de mal au niveau des replacements. Mais encore une fois, elles ont voulu produire du jeu. Donc j'étais assez content avec ça. Après, c'est vrai que du côté de l'Irlande, parfois les joueuses, on a eu des blessures, on a eu des joueuses qui se sont retrouvées en difficulté. Donc ça, c'est dommageable aussi pour l'Irlande du Nord, parce que ça a été parfois un match un petit peu difficile avec des joueuses qui parfois se sont retrouvées en difficulté. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce qu'a proposé quand même l'équipe d'Irlande pendant toute la rencontre. Du côté de la Norvège, c'est dire si on en fait une des favorites de la compétition. Encore une fois, à partir du moment où, au niveau du jeu, ça a été assez calme. Voilà, on va pas se mentir, ça n'a pas été foncièrement très difficile sur ce match. Donc on verra sur la suite de la compétition. Lors du prochain match, on va regarder un petit peu le programme de ce groupe A. Prochain match qui auront lieu lundi pour ce groupe A, parce que c'est un match tous les 4 jours, ça charbonne. Avec Autriche, Irlande du Nord à 18h et Angleterre-Norvège qui sera presque la finale du groupe à 21h. Si l'Angleterre s'imposait, l'Angleterre finirait grande chance première du groupe. Du côté de la Norvège, ça serait plus compliqué. Il faudrait batailler face à l'Autriche lors du dernier match. Et puis nous, on se retrouve demain, peut-être à la même heure, je ne sais pas trop. On débriefera Espagne-Finlande et Allemagne-Danemark, le groupe B. Intéressant de voir ce groupe. C'est vrai que l'Espagne avait fait une Coupe du Monde intéressante. Le championnat espagnol également a beaucoup progressé, notamment avec l'arrivée des clubs professionnels masculins qui ont mis de l'argent dans beaucoup de clubs féminins. L'Allemagne, qui était une nation vraiment majeure, ça commence à décroître un petit peu. C'est vrai que la Bundesliga était quand même considérée comme un championnat vraiment majeur. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, donc ça va être un groupe intéressant. Il faudra se méfier du Danemark également. C'est pas un groupe facile, le groupe B. C'est vrai que le groupe B et le groupe C sont pas des groupes simples, alors que le groupe A et le groupe D, le groupe de l'équipe de France, sont peut-être un peu plus abordables. Mais encore une fois, on retrouve les 16 meilleures équipes européennes, donc c'est sûr qu'il y a peu de déchets et la bagarre pour l'écart va être intéressante. Je rappelle que le premier match de l'équipe de France, ça sera dimanche, 21h, entre la France et l'Italie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mérique Production. Ciao, ciao!